Bon ben c'est parti. Alors, je vais vous dire, l'étoile de mer, tourne la table, le speedboat, le routier agile, j'ai découvert ce matin, l'arbre à post-it, le box des accusés, Perfection Game, Remember the Future, le story mapping, l'arbre à personnages, le brainstorming, le Warp Café. Est-il nécessaire de continuer? Notre objectif n'est bien entendu pas cet après-midi de compléter cette liste à l'après-vert des outils de facilitation qui existent. Mais d'ailleurs, facilitation, co-création, intelligence collective, créativité, à quoi servent véritablement ces outils? Comment est-ce qu'on peut en identifier la pertinence? Est-ce en fonction des objectifs? Est-ce en fonction des participants? Du temps de préparation que ça nécessite? Quels sont les pièges? Quels sont les risques de choisir l'un ou l'autre? Comment s'assurer d'ailleurs que l'outil qu'on choisit soit au service du projet et ne devienne pas un simple gadget ou, à contrario, ne devienne un objectif à lui tout seul, un objectif autosuffisant. Je vous propose qu'on interroge cet après-midi l'outil au plus près de la pratique, mais aussi prendre un peu de hauteur grâce à nos invités. Et j'ai le plaisir d'accueillir cet après-midi Martine Illon. J'ai aussi le plaisir d'accueillir Romain Lefebvre. J'ai le plaisir et l'amitié d'accueillir Mélanie Perche. Et enfin, j'ai le plaisir d'accueillir Arthur Massonneau. Alors, pour commencer, essayons de comprendre la diversité des outils et leurs objectifs. Et ma première question est à toi, Mélanie. Dans ton expérience de facilitatrice en intelligence collective, quels sont les outils auxquels tu as souvent recours? Je pense que c'est important de distinguer peut-être deux grands types d'outils. Il y a des processus qui servent à réfléchir, faire le point, inventer, imaginer des choses. Et puis de l'autre côté, il y a aussi des processus qui servent à décider. Si on parle plutôt de réfléchir, inventer, imaginer, le brainstorming est un des outils qui est sans doute le plus connu. Moi, je vais vous parler peut-être d'un autre outil qui s'appelle donc les chapeaux de Bono. Ça, c'est un outil plutôt de créativité. On a des chapeaux de couleurs et qui permettent d'aborder le même sujet avec un angle différent. Des faits, des données factuelles, de l'optimisme, du pessimisme, etc., etc. Avec ces chapeaux, on compose en fonction des objectifs qui ont été posés la séquence avec des couleurs qu'on met dans un ordre ou dans un autre. Ça permet, au-delà des profils ou des rôles qui sont en place, que chacune des participants et des participantes participe à chaque couleur. Parce que souvent, dans un groupe ou dans une équipe, les rôles sont un peu attribués. Et puis après, il y a des processus pour décider, comme la gestion par consentement ou l'élection sans candidat ou sans candidate, où là, vraiment, on aboutit à une décision qui va engager à la fois le collectif et chaque personne qui le compose. Pouvoir explorer et expérimenter et trouver chacune les outils qui ont une sorte de préférence, une appétence, un goût, parce que on les trouve plus efficaces ou on est plus à l'aise avec. Évidemment, il y a l'objectif et puis il y a l'efficacité et le confort. Merci Mélanie. Arthur, est-ce que tous les outils sont utilisables dans le service public? Est-ce qu'il y a des limites? Est-ce qu'il y a des points de vigilance? Est-ce que ce qui fonctionne au sein d'une équipe, par exemple, peut fonctionner avec les usagers? Ou est-ce qu'il fonctionne dans le privé, dans le cadre d'une entreprise, peut fonctionner dans le service public? Est-ce que vous faites du coup cette distinction entre les usages dans le service public et ceux dans le privé? Non, je fais pas vraiment de distinction. Au contraire, il me semble important de pas faire de pas faire trop attention et de pas s'empêcher d'innover ou d'utiliser ces outils en se disant oh là là, on est dans le public, c'est spécial, on peut pas tout faire. D'autant que les grands principes de l'innovation, c'est globalement de pas avoir d'idées préconçues sur la solution qu'on va chercher à avoir, c'est de collaborer, d'avoir des équipes qui sont multidisciplinaires, donc de faire travailler des gens différents ensemble. C'est d'être globalement bienveillant, de chercher à avoir des temps de réflexion qui soient assez court pour éviter d'investir des millions d'euros ou des centaines de milliers d'euros d'un coup, mais plutôt de se dire on va faire des petits pas et on va avancer de manière itérative. Donc tous ces principes-là, finalement, c'est, je crois, ce qu'on attend, ce que les citoyens attendent du secteur public. Donc j'ai plutôt tendance à dire non, il faut utiliser ces principes-là qui sont souvent du bon sens. Et le grand principe, c'est la centricité utilisateur, c'est-à-dire comment est-ce que je place mon utilisateur, mon usager, mon citoyen au centre de mes démarches. Et finalement, c'est ça le secteur public, je crois. Et donc simplement, ce à quoi il faut faire attention, puisque on travaille avec de l'argent public et au service des citoyens, c'est de valider le bien fondé de ce qu'on est en train de faire, de se dire que l'innovation, elle est importante, mais pas à n'importe quel prix, et il ne s'agit pas d'innover pour innover. Et ce qu'il faut essayer d'avoir, c'est au maximum du bon sens. Merci Arthur. Martine, quelle place accorde aujourd'hui la recherche en innovation publique aux outils
dans les démarches globales? Alors, merci pour cette question. Je suis très gênée parce que déjà, vous faites l'hypothèse qu'il y a une recherche en innovation publique, ce qui est un postulat assez fort, parce que la recherche en innovation publique, elle est assez maigre, assez mince. Ce qui est assez intéressant dans la question que vous posez, c'est peut-être pourquoi la recherche ne regarde pas davantage, parce que dans l'innovation publique, la recherche va moins s'intéresser aux outils que la raison pour laquelle l'action publique, les acteurs publics ont besoin de bouger. Donc plus sur les motifs, les mandats à agir, que sur les méthodes et les moyens mis à disposition ou créés pour le faire. Ce que j'ai envie de poser comme question à travers la recherche, c'est si l'innovation publique ne se matérialise que par les outils, ne loupe-t-on pas le vrai débat, le débat politique, le débat citoyen sur l'objectif, les motifs et les ambitions qui se cachent derrière la mobilisation de tel ou tel outil. C'est quand même pas la même chose d'utiliser un outil pour poser un problème, c'est-à-dire mieux le connaître, mieux le définir, re-questionner la question finalement, trouver de nouveaux éclairages. C'est pas la même chose que expliciter une démarche publique aussi dont on voit qu'elle trouve pas son public, de faire de la facilitation pour expliciter, rendre plus visible une offre publique, un dispositif public. Évaluer un dispositif aussi, on peut se servir de la facilitation pour évaluer, on peut se servir de la facilitation, comme le disait très bien Arthur et Mélanie avant moi, pour simplement réfléchir à plusieurs sur un problème qui n'est pas clair au départ et que l'on a besoin justement de mieux définir ou de se fixer une stratégie commune d'action. Romain, comment faire attention pour que l'outil ne devienne pas un gadget? Pour moi, à 15 ans, quand j'ai voulu faire mon premier... on parlait innovation, du coup pour moi innovation égale créativité. Du coup j'animais des ateliers de 2 heures ou 3 heures, on avait plein d'idées. Et puis on rentrait chez nous, il ne se passait rien. Voilà. Et ça, on a dû le faire au début plein de fois. Enfin, je pense que tous les facilitateurs... Et puis en plus, j'aimais bien, j'étais créatif, donc j'adorais ça. Je passais des heures à avoir plein d'idées. Enfin, c'était super. Et puis il ne se passait rien. Et du coup, pour pas que ça devienne un gadget, en réalité, c'est qu'il faut le mettre dans un processus. Et pour moi, je pense qu'il faut un temps très important pour définir les bons publics auxquels on va s'adresser quand on va monter un groupe dans la créativité ou dans l'innovation. Qui sont les bons publics, comment on les identifie. Prendre le temps avec ces publics aussi de définir la problématique, ça peut prendre la moitié du temps, de tout le temps qu'on a, c'est juste de définir la problématique avec les bonnes personnes. Et mine de rien, je pense souvent, c'est pas le temps qu'on prend. Voilà, je pense qu'on oublie souvent ce temps-là. Après, on a notre petit outil de créativité ou d'innovation. Les outils qu'on pensait si importants, d'un seul coup, deviennent juste un élément de l'ensemble du processus, que ce soit pour la créativité ou l'intelligence collective. Et pour moi, derrière, il y a un gros travail, mais énorme, de sélection d'idées, de les passer dans le crible d'indicateurs, tout ça pour arriver jusqu'au passage à l'action et s'assurer dans le dispositif d'un passage à l'action pour que ça devienne concret. Aussi pour rassurer nos fameux citoyens qu'on avait sollicités au début, par exemple en concertation, s'assurer que quand une fois que tout le monde a donné son avis, qu'on en fasse quelque chose. Donc c'est toujours la question de comment on arrive à la fin à avoir des idées exploitables. Et donc c'est pour dire, en fait, souvent ce qu'on appelle le monde de créativité, comme moi j'ai imaginé à l'époque en tout cas, c'est peut-être 15% du temps global du processus, ou 10%. Et que je pense que dans beaucoup de services où j'interviens ou d'endroits où je peux intervenir, c'est ça qu'on attend. On attend ce moment-là avec du waouh. À la fin, on a des super idées. Et puis souvent, on cherche l'accompagnement à ce moment-là. Et après, on se dit que tout seul, on va y arriver. On va arriver tout seul à faire le tri, à accompagner les gens à l'action, à le remettre dans les services. Et ça, je pense que c'est vraiment l'importance d'une démarche complète et de prendre compte de cette démarche. Et comme l'a dit Mélanie, ça prend du temps. Marc, voilà. Tout le monde l'a dit, je crois. Prendre le temps, ça va pas aller vite, mais je pense aussi, comme vous l'avez évoqué, je pense que plus on va s'y prendre et on prendra le temps, on ira lentement et on avancera par étapes, plus on fera d'économies aussi d'argent public. En fait, en réalité, c'est plutôt quand on fonce tout droit et qu'on se heurte ensuite à des blocages et à des erreurs de stratégie que en fait, on dépense mal les sous. Avant de conclure, je laisse peut-être la parole à nos auditeurs. Thierry. Je voulais simplement, puisque c'est notre dernière table ronde de cette première semaine au sein du mois d'innovation au département, remercier naturellement nos intervenants d'aujourd'hui qui étaient de grande qualité, c'était passionnant, même si on a toujours le sentiment que c'est toujours trop court, on voudrait que ça dure tout l'après-midi, tant on sent bien que cette expérience, que cet encouragement est bon à prendre et peut nous être très, très utile et enrichissant.